preuve d'éthique, c'est prendre des décisions éclairées et devenir dans la durée une ressource fiable. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. On remue l'actu, c'est tout de suite. Numéro 2, on remue l'actu, elles sont là, les Amazones, j'aime bien les appeler ainsi. On a bien sûr, je vais peut-être exagérer, on a notre Queen Marley, voilà. Queen Marley qui est avec nous, il s'agit bien sûr de Kwechu. Bonjour. Bonjour Moto, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Bon lundi et surtout bon début de semaine donc à vous tous. On s'avance un peu plus dans ce mois de décembre et bien sûr l'heure est au bilan et nous on fait le bilan de l'actualité du week-end avec vous encore ce matin. Et puis il y a également Emma Moto qui est là. Bonjour. Bonjour Dédi, bonjour aux nombreux téléspectateurs de On Remue l'actu. C'est un plaisir de vous retrouver après un week-end si époustouflant. Et ben nous sommes là, nous sommes de retour et vous faites bien d'être avec nous ce matin. Alors nous allons y aller tout de suite au pas de course avec le sujet du jour. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, nous l'avons choisi spécialement en l'honneur, ou du moins en hommage à tous les Congolais justement qui chaque jour un peu plus, voilà, n'ont de cesse donc de périr dans des massacres du côté bien sûr de l'Est Congo suite au conflit qui voilà aujourd'hui a tant duré entre le Rwanda et la RDC. Déjà la semaine dernière, il y a un autre massacre qui s'est déroulé du côté de Kicheche. C'est bien sûr dans la région de l'Est du Congo. Et donc suite à cela, le président a décrété 3 jours de deuil national. Ima? Ouais, c'est une. On se demande bien, on se pose bien la question à quand la fin de ce conflit qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Si on se souvient bien, il y a eu un mini-sommet, je crois il y a de cela 2 semaines à peu près du côté de Luanda, en Angola, voilà, organisé par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et au sorti de ce mini-sommet, il y a eu un accord de cesser le feu, voilà. Et juste après ce mini-sommet, il y a eu des pourparlers qui se sont ouverts dernièrement en Afrique du Sud, qui sont toujours en cours, je crois bien. Donc on se pose bien la question à quand vraiment la fin de ce conflit qui ne cesse de faire des tueries dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a plusieurs personnes, on a des blessés, on a des morts, on a des millions de déplacés. Et quand on voit que justement lors du sommet de Luanda, on a vu le président Félix Tshisekedi qui s'est présenté. On a vu le président de Paul Kagame qui s'est fait représenter par un ministre. On se demande bien, on se pose bien donc la question, est-ce que le Rwanda veut vraiment que ce conflit-là cesse? Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait la paix entre ces 2 pays? Maintenant, il y a eu des tueries et le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national. Vraiment, c'est une situation assez pittoresque qu'on vit en l'Est de la République démocratique du Congo. On espère qu'au sorti de ces pourparlers qui se tient en Afrique du Sud, on espère un deuxième accord d'un cessez-le-feu après celui de l'Angola. On espère vraiment qu'il y aura la paix de ce côté parce que ce sont des tueries qui durent depuis et vraiment c'est assez, je vais dire, pitoyable pour l'Afrique de voir 2 pays frères qui se déchirent depuis des mois, bien qu'on essaye d'avoir des solutions à ce conflit, mais jusqu'ici, pas de concrétisation. Ça ne va pas. Oui. Et ce qui est bizarre quand même, c'est que pour cette fois, c'était un massacre parce que le communiqué le dit clairement, des humains ont été découpés à la machette. On dirait une scène de carnage. Hein. Effectivement. Voilà. On se croirait dans un film hollywoodien alors que c'est bien réel. Et on est en 2022, on s'approche de 2023. Et j'ai presque envie de dire que pour un pays comme le Rwanda qui a une histoire aussi... j'ai envie de dire, similaire à ce qu'on vit actuellement du côté de la RDC.
on se serait attendu que ce soit le Rwanda qui, même premièrement, initie des pourparlers de paix et se montre plus conciliant face à la situation, parce que connaissant du fait du génocide rwandais, connaissant ce que c'est que de perdre des morts à la suite d'un événement, tout ce qu'il y a de plus dramatique et qui concerne finalement une guerre fratricide. Donc c'est vraiment dommage que de voir cela. On était à la 3e étape, on était au round 3 carrément des pourparlers de Luanda, et on se serait attendu, hein, et avec même aussi le concours finalement de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, que on ait plutôt une certaine avancée, tant sur le plan écrit, j'ai presque envie de dire, parce que finalement ce ne sont que des promesses qui sont faites et on attend qu'elles soient implémentées. Et donc après, c'est pour parler, qui ne sont que des parlers finalement. Donc je crois que le mot même on a parlé, mais c'est vraiment terrible que de voir qu'après ces pourparlers qui vont de round en round, on se croirait effectivement dans un ring, mais qu'après cette 3e étape, on en vienne encore à connaître des massacres tels que cela. Et on se souvient même lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a exposé ce problème-là, mais jusqu'ici, on se pose bien des questions. À quand la fin de ce conflit rwando-congolais? Voilà. Un conflit qui soulève aussi beaucoup de questionnements finalement, hein, parce que à défaut d'avoir des réponses, je pense que c'est plus des questions également que cela soulève ce conflit. Parce que quand on évoque l'Est de la République démocratique du Congo, forcément on va dans le Nord Kivu. Et si aujourd'hui c'est davantage les rebelles du M23 qui sont au devant de la scène, il faut rappeler qu'il y a également beaucoup d'autres groupes rebelles qui prolifèrent dans la zone. Et on sait forcément que pour une zone aussi riche de manière minière et un conflit forcément qui soulève la question économique, on a presque envie de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation de la chose de ce côté? Outre le Rwanda qui est accusé par la RDC, est-ce qu'il n'y aurait pas des voix un peu plus hautes qui contribuent, ou du moins qui gagneraient à ce qu'il n'y ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de stabilité dans cette zone-là? Parce que franchement, avoir tous les pays quand même, la communauté des États d'Afrique de l'Est qui essayent d'apporter un peu de sa contribution, un peu de son poids quant à régler ce conflit, et qui après des pourparlers, on a plutôt de la violence qui grimpe, si ce n'est même à son paroxysme. C'est à se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté manifeste finalement pour certaines instances, ou je ne sais pas, pour certains individus, personnes physiques ou morales, à vouloir qu'il y ait cette instabilité, question que prolifère, ou alors un business, ou je ne sais pas trop, quelque chose de parallèle qui forcément va dans le sens de profiter aux intérêts de certaines personnes. Et moi, une question également que je me pose depuis le début de ce conflit, c'est finalement pour qui bosse le M23? Parce que Kuhn l'a dit tout à l'heure, que c'est clair que c'est le M23 qui est au devant de la scène, mais il y a d'autres groupes rebelles en arrière. Et c'est le M23 qui est mis en avant. C'est le M23 qui est mis en avant. Donc cela prête quand même à croire que il a un patron. Mais pour qui bosse ce M23? Je crois que la grosse question, même durant les pourparlers, c'était de savoir... on n'a pas initié sur la table des débats, on n'a pas convié sur la table des débats les représentants des M23. Mais ce qui soulevait aussi une autre question quant à savoir qui est donc représentant des M23. Voilà. Parce qu'on ne sait finalement même plus qui est à la tête de ce groupe rebelle. Est-ce que, d'une certaine manière, le M23 même ne sait pas plus que ça plaint de ce qu'on ne les a pas conviés à la table? Parce que peut-être il n'y a même pas quelqu'un qui pourrait parler en lieu et place de ce groupe, parce que on se retrouverait peut-être avec quelqu'un qui serait de part et d'autre et qui ferait tâche en tant que représentant donc, de ce M23. Qui n'était pas présent lors des derniers pourparlers. Et déjà qui n'a pas été convié. Voilà, effectivement. Il n'a pas été convié. Il n'a pas été convié. Et ça rejoint toujours l'analyse de Kuhn. Pourquoi ne pas avoir pensé à convier donc à ce rendez-vous le représentant de ce M23? Donc ça veut dire que quelque part,
ces dirigeants jouent à, je sais pas moi, un jeu de malade. Un jeu de trou. Oui, un jeu de trou. Il y a anguille sous roche. Oui. Voilà. C'est comme un triangle amoureux, il y a toujours quelqu'un de trop qui dérange et qui ne veut pas que ça s'arrange. Voilà. Malheureusement, on est dans une situation de trois et si les trois parties doivent être, il faut forcément que les trois parties soient conviées pour qu'on en vienne à trouver solution. Mais si deux des parties sont là et qu'il y a un élément qui manque, soit les deux autres savent un peu pourquoi. Et moi, je crois que jusqu'à ce que ces trois parties ne se concertent pas, il n'y aura pas la paix. C'est clair. Il n'y aura vraiment pas la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut bien que les trois soient représentés, la RDC, le Rwanda et le représentant des rebelles du M23, pour qu'il y ait vraiment la paix de ce côté-là. Alors, la suite, c'est toujours en information, vous le savez, For You Media Télévision, c'est la chaîne panafricaine qui se donne donc pour mission de vous donner les dernières informations, les informations actuelles, mais parfois également de faire des comebacks sur certaines actualités qui ont marqué le continent. Tout de suite, c'est bien sûr l'info Du jour. Voilà. C'est avec moi et aujourd'hui on ira du côté du Nigeria, plus précisément à Abuja, où la CEDEAO donne au Mali jusqu'à janvier pour libérer les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Eh bien, le 72e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est achevé dimanche 4 décembre. L'organisation demande la libération avant le 1er janvier 2023 des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel. Les transitions maliennes, guinéennes et Burkina Faso ont été d'autres sujets des discussions sur la Guinée, dont les ministres des Affaires étrangères a été très actif dans les coulisses. La conférence des chefs d'État a demandé un dialogue inclusif. S'il ne peut pas se tenir à Conakry, la CEDEAO proposera d'accueillir la rencontre dans une autre capitale de la sous-région, au Burkina Faso. La situation sécuritaire et humanitaire inquiète. L'institution sous-régionale va aider ce pays. La transition malienne est observée à la loupe, même si des progrès sont notés lors de la dernière visite du médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Voilà, effectivement, a dit qu'il était satisfait du processus de transition du côté de Bamako. Donc, un projet de création d'une force régionale de la CEDEAO a été adopté. Cette force, dont tous les contours ne sont pas connus, interviendra pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en cas de besoin contre le terrorisme. Et je crois, Kwechu, on en parlait dernièrement, justement, je me posais la question, pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest n'essaye pas de procéder comme en Afrique de l'Est? On a vu, notamment le conflit rwando-congolais, on a vu les différents chefs d'État de l'Afrique de l'Est se réunir pour trouver des solutions à ce conflit rwando-congolais. Mais sauf que ça n'a pas payé, Emma. Oui, mais ils ont quand même eu la volonté de dire, ils ont même créé une force régionale. Il y a des troupes qui ont été envoyées du côté de la RDC, des troupes rwandaises, des troupes burundaises, voilà, kenyanes, et même le nom du pays m'échappe. Donc, si je me souviens, je vais revenir. Donc, c'est une solution assez salutaire de la part de la CEDEAO, créer une force régionale pour lutter contre le terrorisme. Alors, c'est un peu intriguant parce que je prends un exemple, comme ici au Cameroun, il y avait, quand la crise nous chauffait encore énormément, alors chaque fois qu'on l'annonçait, ils ont frappé, donc parlant des terroristes. Oui. La question que je me posais, c'était, mais est-ce que ces terroristes qui n'ont pas de formation militaire, certes, ils ont peut-être des armes et ils n'ont pas des armes aussi sophistiquées que l'armée camerounaise. Comment est-ce qu'ils parviennent justement à défier l'armée? Je le dis pourquoi? Pour revenir à ce que tu viens de dire, on envoie l'armée de 3 pays soutenir ceux qui sont déjà là-bas en train de combattre, mais ils n'y parviennent pas. Est-ce à dire que le M23... c'est la question que je me pose quand même, parce que j'ai comme l'impression que ces décideurs parfois balancent des solutions, juste comme elle a dit tout à l'heure, pour parler. Parce que sinon, ça ne s'explique pas. Très souvent, la logique voudrait que quand il y a un renfort, qu'il y ait au moins un résultat. Oui. Mais il n'y a pas de jusqu'ici, il n'y a pas de résultat.
Donc, c'est ça, au sortir de ce 62e sommet de la CEDEAO donne jusqu'au 1er janvier au Mali de libérer les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Vous y croyez, Lydie? Non. Que Bamako va se soumettre à cette exigence de la CEDEAO? Je n'y crois pas avec le colonel Assimi Goïta. Je n'y crois pas. Et puis moi, ce qui me choque un peu, c'est que là où il faut que la CEDEAO agisse, notamment ce conflit, elle ne le fait pas, elle ne donne pas des ordres là-bas. Mais elle va chez Goïta pour dire j'exige que le 1er janvier. Mais c'est lui qui décide de quoi est-ce qu'il fait. Et jusqu'ici, on va quand même le dire, le président ivoirien, il joue au pédantisme parce que depuis que cette affaire est sortie, il ne fait aucune sortie. Oui. Donc pour lui, c'est bon, démerde-toi, je sais que j'ai la CEDEAO derrière moi. En fait, c'est à ça que ça renvoie quelquefois. Une CEDEAO qui pourtant n'a pas un poids des plus conséquents quant à intimer une décision et qu'elle soit exécutée à la lettre. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs, puisque je partage l'avis d'un dédit quant à dire Goïta, il va dire non, il va dire niet. On parle quand même d'un pays qui a eu le cran de se positionner à l'Assemblée nationale des Nations Unies et dire de la France que c'est un pays qui avait une junte. Vous croyez vraiment que c'est la CEDEAO qui va réussir à les faire plier? Et même après le sommet de l'Assemblée des Nations Unies, la CEDEAO avait délégué quelques présidents au Mali pour avoir des solutions, pour exiger voilà, une première fois la libération de ces 46 soldats. Mais ces présidents, ces chefs d'État sont rentrés. Ils n'ont rien dit. Ils ne sont pas manifestés. Est-ce que cette fois-ci, Assimi Goïta va se soumettre à cette exigence? C'est pas loin, le 1er janvier. C'est bientôt là. Dans pratiquement 2 semaines. C'est bientôt. Ça se passe sur quoi pour sommer une décision comme celle-là et attendre à ce que ce soit implémenté dans les semaines qui viennent? Donc c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines exactement. Est-ce que la CEDEAO s'est prononcée quant à demander au président ivoirien que d'aller rencontrer son homologue malien, ou du moins d'initier même une rencontre entre les deux? Je ne pense pas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Alassane Ouattara faire montre quand même de sa volonté à rencontrer le président malien, de s'asseoir autour d'une table et de discuter. On a l'impression qu'à chaque fois, il est question pour lui de tourner autour du pot, de trouver une solution autre qui n'impliquerait pas que sa personne soit directement concernée. Se camoufler derrière la CEDEAO. Voilà. Ou encore bien plus haut, parce que on se souvient, il y a quelques semaines, il se mettait de loin à Abidjan et il disait que ça avance, la situation avec le Mali avance sur la base de quoi? Sauf que vous savez, comme si vous avez une relation à deux et vous avez votre partenaire qui dit non, entre nous deux ça va mieux, et vous apprenez cela à la télévision et vous dites hey, eh ben, celui-ci dit que ça va bien entre nous deux. Et moi qui suis la principale concernée, je ne suis pas au courant. Je crois que ça rejoint aussi même la sortie. C'est peut-être un tout autre sujet de ces excuses qu'avait envoyé l'ancien président burkinabé. Blaise Compaoré, qui envoyait des excuses, et la famille Sankara découvrait également à la télévision qu'il faisait des excuses publiques. Et le frère de Sankara, quand a fait une sortie pour dire mais il connaît la maison, on est les principaux concernés, et on apprend, et nous également via les médias, qu'il a fait des excuses solennelles, publiques. Non, franchement, je crois que ça vire à la blague carrément. Et tel que le Mali il est parti, je ne vois vraiment pas accepter cette décision. De toutes les façons, nous avons les yeux rivés du côté du Mali. Et on attendra le 1er janvier. Est-ce que ces 46 soldats ivoiriens seront libérés? Et je me dis que lorsque le président Ouattara disait ça avance, peut-être qu'il avait déjà la puce à l'oreille de la décision de la CEDEAO qui devait trancher, que voilà, le 1er janvier, on lui a fait la promesse que non, sois tranquille. Une libération avant le 1er janvier. Voilà. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Effectivement, on s'occupe de tout. Donc, quand même une instance régionale. On a poids dans toute la sous-région. On va gérer ça. Et on va commencer à se gérer. Voilà, Dédi, c'était l'information de ce jour, ce 5 décembre 2022. Voilà, une information qui a globalisé justement
les différents points tenus lors du 62e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu au Nigeria, précisément à Abuja. Et donc, nous poursuivons avec, on revient sur le sujet du jour, qui est bien sûr la République démocratique du Congo, avec ce massacre de Kicheche. Alors, Kicheche a nouveau frappé, une nouvelle recrue. Une nouvelle recrue, voilà. Je vais le dire ainsi. Effectivement. Une nouvelle recrue dans les frappes, parce qu'autrefois, c'était avec des armes qu'il tuait les ressortissants, les civils et autres. Mais aujourd'hui, c'est un découpage à la machette. Et chez nous, les Bantous, en Afrique, il y a des actes que lorsqu'ils sont posés, on parle là de quelque chose de surnaturel. C'est comme si c'est pour faire des rituels. Parce que là, aller découper les êtres humains, c'est assez fort. Est-ce que l'Union africaine ne devrait pas réagir? Parce que là, ce problème va déjà dans tous les sens. Est-ce que ici, jusqu'ici, l'Union africaine ne s'est pas encore prononcée? Est-ce qu'il joue je vais dire, l'Union africaine joue à la sourde oreille? On se pose bien des questions. C'est une situation qui est d'autant plus inquiétante quand tu évoques l'Union africaine, quand on sait que dans cette zone, à l'est de la RDC, il y a la MONUSCO, voilà, qui elle également est sommée par les populations de déguerpir le champ. Donc si les Nations Unies sont sommées de déguerpir et que l'EAC n'arrive pas à trouver solution à la communauté des États d'Afrique de l'Est, je crois qu'au milieu, il reste désormais l'Union africaine. Voilà. Et si ces différentes instances n'arrivent pas finalement à apporter une certaine accalmie dans la zone, on doit s'attendre à quoi? On doit tirer la conclusion de ce que c'est peine perdue et que ce sera une zone. Je pense qu'il y a toujours une voie de la solution. Et nul autre que les principaux protagonistes, lorsqu'ils font montre de volonté, forcément on arrive à trouver solution. Donc si ces instances-là n'arrivent à rien faire, je crois il sera de bon ton, ne serait-ce que pour le bien-être de leur population, pour un président quand même comme Paul Kagame, qui se veut soucieux de ces populations, du moins ce qui le laisse entendre de par les différents actes qui sont posés. Félix Tshisekedi. Voilà, et Félix Tshisekedi, pareil, je crois qu'il est important de taire des espèces de petites guéguerres personnelles et peut-être taire des égos démesurés simplement pour le bien-être collectif, notamment le bien-être des populations. Parce qu'il ne faut pas... Des populations innocentes. Voilà, il ne faut pas perdre de l'œil que aussi aimé que vous pourriez l'être lorsque vous avez des personnes qui perdent de leurs proches, vous perdez également le capital sympathie de ces populations-là. Effectivement. Et c'est malheureusement aujourd'hui une situation beaucoup plus dramatique pour Félix Tshisekedi, puisqu'on est à quelques mois des élections de ce côté. Et il a plus servi de dire le feu au... Non, je ne vais pas dire le reste. Mais et c'est peut-être ce qui justifie le mutisme aujourd'hui de Paul Kagame. On a l'impression qu'il n'a pas le sentiment que ces populations lui réclament plus que soit droit de réponse par rapport à ce qui s'y passe. Parce que les morts sont plus enregistrés côté congolais. Vraiment, chose bizarre. Bizarre. C'est vraiment assez bizarre. Un conflit qui concerne deux pays. Mais un seul pays encaisse les morts tous les jours. C'est pas possible. Vraiment, et je me pose bien la question, est-ce que les opposants de Félix Tshisekedi ne vont pas profiter de, je vais dire, cette défaillance-là pour essayer de l'exposer aux prochaines élections? Et parlant d'élections... Martin Fayulu qui a fait une sortie. Voilà. Il y a aujourd'hui tous les principaux, les principales têtes de la chose politique. J'évoque là l'ancien gouverneur du Katanga, qui lui également est en train de lâcher Félix Tshisekedi il y a quelques mois. Tout le monde est en train de sortir ses crocs à la veille des élections. Et il va sans dire que la question sécuritaire sera la question qui fera la différence entre les différents candidats. Quant à dire, moi je vais apporter une solution M23. Donc vraiment, Félix Tshisekedi, il est mal parti. Il est mal barré, vraiment. Et parlant justement des élections, la semaine dernière, je crois, Paul Kagame s'est permis quand même de provoquer Félix en lui disant, si le conflit persiste, c'est parce que tu veux, gagner du temps par rapport aux élections qui arrivent. C'est une stratégie. En fait,
C'était comme une provocation. Une stratégie, je ne crois pas, parce que c'est ce que pense Kagame. L'expose, au contraire. Et puis les opposants vont se servir de cette guerre qui n'est pas en train ou depuis plusieurs pourparlers, il n'y a pas une cessation d'hostilité. Moi, je crois que l'opposition va plutôt se servir de ce conflit-là pour exposer le président Félix Tshisekedi à dire qu'il a été incapable de restaurer la paix dans l'Est. Mais il est incapable. On va pas mâcher les mots parce que ça perdure. On a quand même vu des velléités de la part de Félix Tshisekedi à vouloir résoudre ce problème, à vouloir trouver des solutions. En fait, c'est comme un match de foot, hein. C'est le but qui compte. C'est-à-dire, vous allez très bien jouer, mais tant que vous ne marquez pas, ça passe pas. En fait, c'est ça. Je crois que le Brésil l'a compris. C'est ça, en fait. C'est vrai. Non, sérieux. Vous aurez beau tout faire, mais tant que il n'y a pas un stop ou il n'y a pas une avancée vraiment remarquable, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, il faut rappeler, on fera forcément un lien de corrélation entre les deux, que la décision de Félix Tshisekedi, notamment, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, cette décision est intervenue quelques jours, à peine un peu plus d'une semaine après la sortie de son principal opposant, notamment dans un média étranger française, où il disait en Mondovision, du moins il reprochait au président Félix Tshisekedi son approche un peu souple, limite faible dans la gestion de ce conflit, et il s'en est suivi donc quelques jours après une espèce de regain. L'ambassadeur rwandais était expulsé. Donc en tout cas, l'enjeu des prochaines élections se jouera sur la question du M23 République démocratique du Congo. Je crois que là, au moins, sur la base de l'actualité et de tout ce qui s'ensuit, on peut clairement arriver à cette conclusion-là. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis nos différentes plateformes, notamment sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez également participer à cette édition de On remue l'actu, avec bien sûr le sujet de ce jour. Nous parlons de la République démocratique du Congo, ce pays, plus précisément à l'est du Congo, parce qu'à Kinshasa, la vie est belle. La vie est belle à Kinshasa. Donc, bien vouloir également, soit vous nous appelez en direct, soit par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages, ou alors allez tout simplement sur Facebook et apporter votre commentaire. Et idem pour YouTube. L'émission se poursuit tout de suite avec Queen. Alors on va y aller donc sur nos unes du jour, bien sûr, après une légère transition, on y revient. Voilà, merci à vous donc de nous retrouver encore pour notre traditionnel tour des unes de chaque jour. Et pour cette première de la semaine, on démarre donc le tour des unes du jour du côté du Burkina Faso, du moins avec un site burkinabé, mais qui s'intéresse à une actualité africaine et particulièrement sénégalaise. On débute donc avec Wakat Serra ce matin, qui titre dans l'article premier que je vous propose ce matin, Qatar 2022, de rêve pour le Sénégal, le Maroc seul espoir de l'Afrique. Effectivement, c'est toute l'Afrique qui avait le regard rivé hier sur le petit écran à la faveur de la rencontre qui opposait le Sénégal, champion d'Afrique en titre, à l'Angleterre. Voilà. Les Anglais qui finalement se sont imposés au cours de cette rencontre sur un score de 3-0. Et voilà donc le lion de la Teranga est tombé finalement. Et c'est emprunt un peu quand même de tristesse, ou du moins pas vraiment de joie, que cet article vous est proposé ce matin par Wakat Serra, qui également donc s'intéresse à un autre match, une autre rencontre qui elle également est donc des plus attendues, puisque c'est le désormais seul représentant africain qui sera de sortie, à savoir le Maroc.
Quelles sont les chances du Maroc lors de cette rencontre qui les oppose, hein, notamment à l'Espagne? En tout cas, la question, elle reste plus que jamais à la tête, hein, des Africains, et c'est un article qui revient sur les chiffres et du moins les chances du Maroc lors de cette rencontre. Il fait un peu le débrief de la rencontre Sénégal-Angleterre. Après Ouakat Serra, on s'intéresse à Abidjan.net. Abidjan.net qui s'intéresse donc à une actualité politique. La CEDEAO donne au Mali jusqu'à janvier pour libérer 46 soldats ivoiriens. Voilà, le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, s'est achevé hier dimanche soir. On était bien sûr le 4 décembre et l'organisation demande somme la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Annonce donc de la création d'une force régionale également pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà, Abidjan.net, donc au travers de cet article, vous propose également donc un débrief de cet événement, de ce sommet donc des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevé hier dimanche, et notamment sur cette décision-là concernant le Mali. Après Abidjan.net, on va suivre notre tour des unes avec lequotidien.sn, le site d'information sénégalais qui, ça va de soi, s'intéresse donc à l'actualité dans la tanière des Lions de la Teranga. Mondial, les Lions battus hier, 3-0, la promenade des Anglais. Effectivement, le jeu de mots se comprend assez bien. Donc le Sénégal qui a donc malheureusement perdu et a subi une défaite 3-0 face à l'Angleterre. C'est la fin de l'aventure pour les champions d'Afrique, logiquement battu selon le quotidien SN par une grande équipe anglaise. Effectivement, donc le quotidien SN, le site d'actualité sénégalais, qui revient également sur l'ambiance du côté du Sénégal hier après ces 8e de finale de la Coupe du Monde, et évoque un peu quelques sorties notamment et les leçons à retenir de cette débâcle des Lions de la Teranga qui malheureusement a attristé beaucoup d'autres pays africains et africains globalement de par le monde qui soutenaient les Lions de la Teranga. Après le quotidien.sn, on va aller en kiosque du côté du Cameroun notamment pour s'intéresser au quotidien L'économie, parution de ce lundi 5 décembre, qui évoque des questions d'industrialisation, des contraintes à surmonter. Elles sont énumérées par la Banque africaine de développement, qui vient donc de publier son premier rapport sur l'indice de l'industrialisation sur le continent africain. Et donc dans le quotidien L'économie de ce jour, en kiosque au Cameroun bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir les chiffres les plus récents concernant donc ce bilan, on va dire comme ça, de l'indice de l'industrialisation sur le continent africain. Un autre article, et non des moindres, quand même assez intéressant à lire dans le quotidien L'économie, qui s'intéresse également donc à l'économie du Cameroun. Le Cameroun triple sa production de café. Voilà. C'est assez salutaire quand même quand on sait que le pays avait connu quand même une productivité en baisse depuis déjà quelques décennies et qui donc entend relancer le secteur. Voilà, tout cela c'est à lire dans le quotidien L'économie. Et peut-être le meilleur pour la fin, c'est avec Mutation qui titre le meilleur pour la fin. Oui. Donc Cameroun-Brésil 1-0, c'est le meilleur pour la fin également pour notre tour des unes. En dépit de leur victoire historique face aux adversaires lors de cette rencontre, notamment le Brésil, donc l'Alvis Céleste. Les Lions indomptables sont éliminés de la Coupe du Monde. Bilan d'une participation en demi-teinte. C'est en pages 14 et 15 du quotidien Mutation au Cameroun qui revient donc sur cette rencontre
qui a suscité énormément d'émoi du côté du Cameroun durant tout le week-end. C'était vendredi dernier, cette rencontre entre le Cameroun et le Brésil. Le Cameroun qui s'en sort vainqueur, mais qui a malheureusement plié bagage et est parti du Qatar. Une défaite avec un goût de victoire. Qu'est-ce qu'il est à retenir donc de la participation du Cameroun lors de cette phase finale de Coupe du Monde? C'est à lire dans Mutation, parution de ce jour. Donc voilà, Ndedi, c'est donc le meilleur pour la fin de notre une du jour. C'était vraiment le meilleur pour la fin, cette élimination du Cameroun de la Coupe du Monde, mais une grosse victoire. Une élimination après une victoire. Après une victoire, voilà. Un but à 0, la plus petite marche, mais qui aura suffi à calmer, à peser peut-être. Les gars ont jubilé. Ils ont jubilé dehors. Ça dansait partout au Cameroun, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. C'est tout le continent qui se posait la question au vu de ces images, quant à dire, mais le Cameroun est éliminé ou on ne comprend pas bien l'acte. Ah oui. Et au Cameroun, de dire, bon, nous, on a battu le Brésil, donc c'est comme si on avait... en fait. Donc on a vu de tout sur les réseaux sociaux durant le week-end. Un but à 0 pour le Cameroun, mais une victoire quand même, il faut le rappeler, hein, qui est de la première d'une équipe africaine contre le pays qui est considéré comme le plus grand pays de football au monde, le Brésil. En phase finale de Coupe du Monde, c'est la première nation africaine qui en vient quand même à obtenir ce résultat. En Coupe du Monde, oui, parce que dans d'autres je crois en 2003, le Cameroun a également battu le Brésil avec le but de Samuel Eto'o. Oui. Et bien avant, je crois en 2000, il y avait une autre compétition, c'est la Coupe des Nations, je sais pas. Pendant les Jeux Olympiques. Voilà, le Cameroun est le seul pays à avoir battu le Brésil dans 3 compétitions majeures. Voilà. Donc, en Coupe des Confédérations en 2003, avant cela, en 2000, oui, 2002, je crois. C'était 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney. Oui, de Sydney, 2000, voilà, lors des Jeux Olympiques de Sydney. Et donc, il restait donc la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Et on peut comprendre donc la joie des Camerounais. Ils l'ont fait. Et pour eux, la Coupe, elle peut s'arrêter là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la prestation du gardien. Davy Epassi, qui a été massacré après la rencontre au Cameroun-Serbie. Je crois que Ndedi, on en parlait. On disait bien que peut-être c'est la frustration de se retrouver là en pleine Coupe du Monde. C'était une première sélection. Vas-y, il ne s'attendait pas à cela. Il n'avait pas confiance en lui dès le premier match. Même lors de ce premier match, je crois, en deuxième partie, il a commencé à prendre confiance. Mais c'était un peu trop tard. Mais là, c'est avec le Brésil. Et pas si. Et le du match, quand même, dans la rencontre avec les plus grosses têtes du football. Moi, je crois que lui-même ne s'y était jamais imaginé. Parce que très souvent, les hommes du match, ce sont les joueurs. Oui, effectivement. Ça arrive rarement que le gardien. Je crois que ça restera l'une des plus grandes prestations de sa vie. Il n'a pas que marqué les Camerounais, il a marqué le monde entier. On a vu des arrêts vraiment spectaculaires. Il a quand même bloqué toutes les attaques, et quand on sait que c'est l'une des plus belles attaques de cette compétition, le Brésil avec ses attaquants. Ils ont tout essayé. Ils ont toujours des avant-centres. Même l'équipe B ou C du Brésil, on en a peur parce qu'on sait que eux, leur fort c'est l'attaque. Donc bravo Epassi qui est votre crush visiblement. Non, le vôtre. Qui veut dire Epassi chaud. Il a aussi toutes les appellations sur la toile. Donc voilà, le Cameroun qui sort, et malheureusement le Sénégal également hier qui sort en 8e de finale, mais on a presque envie de dire que le Cameroun est plus sorti tête haute, ou du moins s'est senti sortir de la compétition avec plus d'engouement que le Sénégal. Oui, le Sénégal quand même qui aura donné de soi hier, mais était face à une équipe anglaise qui était un cran au-dessus. Donc cet article de Le Quotidien.sn, le site sénégalais, qui salue quand même la prestation des Anglais, je crois que c'est faire montre vraiment de fair play. Oui, effectivement. Mais bravo au Sénégal, ils ont quand même eu un parcours assez appréciable. Ils faisaient partie des 2 seules équipes africaines à avoir traversé. Donc il reste le Maroc. Et
le lion de la Teranga a suivi les lions indomptables. On espère que le lion de l'Atlas ne suivra pas les lions indomptables et les lions de la Teranga. Voilà. Merci, Kwechu. Ah, je vous en prie. Donc, c'était le tour des unes et une des unes qui avait vraiment un accent très sportif. Hein. L'actualité est au Qatar. Donc, voilà, on peut comprendre que pour ce lundi, il était question pour ces médias de faire un débrief de ce qui se passe du côté du Qatar, au moins concernant les équipes africaines qui étaient encore en lice. Alors, nous poursuivons cette édition dont Remue l'actu. C'est vrai qu'on devrait en principe avoir notre consultant permanent, mais ce ne sera pas possible pour aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, à défaut de cela, on va quand même lire quelques réactions sur Facebook déjà. Quelques réactions. Il y a Janvier Adolfo qui dit « Ce sont les Américains qui sont derrière le conflit Rwanda-Congo. » Voilà. Et puis, on a Jean Niassi qui dit « Nous autres Sénégalais et patriotes, l'élimination, là, je crois que là, c'est par rapport à Hakri, là. L'élimination de l'équipe nationale du Sénégal nous va très bien. Parce que le boucher est sanguinaire de Macky Sall. Ah non, mais faut pas aussi... non, je lis ce qu'il a écrit, c'est pas moi qui le dis. Non, on me dit, je m'adresse pas à ce téléspectateur. Il dit parce que le boucher est sanguinaire Macky Sall et son régime alimentaire ont assassiné lâchement deux renseignements généraux depuis 2 semaines et jusqu'au moment où je m'adresse au monde entier, aucune déclaration et aucune enquête n'est ouverte. Il y a déjà qu'on a retrouvé le corps en état de décomposition et le dernier est toujours introuvable. Mystère total. Voilà pourquoi je valide l'élimination des lions de la Teranga. Ah ça. Bon, écoutez, c'est assez... Mais même au Cameroun, ça se dit souvent que c'est bien. Il y a des compétitions dans lesquelles nous sommes rapidement sortis. Et beaucoup de Camerounais ont dit c'est même bien parce que si les gars passaient, les problèmes économiques que nous avons, les voleurs et tout, on devait oublier et festoyer à cause du foot. Enfin, je me dis que c'est dans ce sens. Bon, moi, la question que je me pose, la question qui me taraude l'esprit depuis quelque temps, bon, les Lions indomptables sont rentrés au Cameroun, ils ont été éliminés lors de cette compétition, cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Est-ce que le prix des denrées alimentaires qui sont à la hausse actuellement sur les marchés ont baissé? Non. Bien que les Lions soient rentrés. Du tout. Voilà. Pourquoi dire que non, il ne faut pas s'intéresser au foot parce que le foot fait en sorte qu'on ne s'occupe plus des différents problèmes du pays et tout. Mais est-ce que comme les Lions, voilà, les Lions de la Teranga sont rentrés au Sénégal, est-ce qu'il y aura une solution favorable à ces deux renseignements généraux? En fait, ce sont même des gardes de l'armée qui travaillent dans le renseignement général, qui ont donc, selon lui, ont été assassinés. Alors, allons savoir pourquoi. Peut-être qu'ils avaient des secrets, soit ils ont fait du chantage. Parce qu'on sait que le gouvernement ne sait pas prononcer. Voilà, c'est ce qui l'intrigue un peu, de savoir que 2 personnes de ce rang-là disparaissent et qu'il n'y a aucune déclaration jusqu'ici. Mais je pense aussi que le monsieur, il ne voulait pas que Macky Sall, aujourd'hui, ait des honneurs. Parce que un Sénégal qui gagne, ce sont les honneurs pour le président de la République. Donc lui, il estime que Macky Sall ne mérite pas ses honneurs. Donc c'est une bonne chose que les Sénégalais soient éliminés. Voilà. C'est quand même terrible. Pendant que d'autres veulent que le Sénégal gagne la Coupe du Monde, là, tous se pressent de dire vraiment et qu'ils ne sont pas, qu'ils ne partagent, voilà, qu'ils saluent l'élimination des Lions de la Teranga. En tout cas, ça aura apporté, je crois que c'est au moins ça à retenir, beaucoup de joie dans le cœur des Sénégalais. On a vu quand même au sortir de leur victoire, parce qu'ils ont très mal commencé la compétition avec une défaite, avec la blessure de leur joueur phare, Sadio Mané, mais qui quand même ont réussi à donner beaucoup de fierté à l'Afrique même globalement. Franchement, globalement, c'est toute l'Afrique qui, après la deuxième victoire qui était qualificative lors du 3e match, a fortement salué le Sénégal. Et maintenant, forcément, le football aujourd'hui est tel que
parfois l'enjeu dépasse le jeu et on regarde au-delà de la chose. Et on considère pour d'aucuns cela comme une forme de divertissement, également pour les acteurs politiques, pour endormir un peu les gens sur les questions les plus importantes. On vous dira pas non, mais faut quand même avouer aussi que ça apporte quand même une espèce de parenthèse, une parenthèse, un moment pour souffler et revenir après. C'est pas dire qu'on oublie les questions les plus importantes. D'ailleurs, au Cameroun, ça va chauffer dans quelques... on le voit sur les réseaux sociaux, leur bilan, le retour à la réalité, quant à se dire le prix du pain a augmenté. On a dû... Donc, ils vont en prendre pour leur grade, les politiques. Ça, c'est juste une petite parenthèse et voilà, au moins les Sénégalais retiendront tout le plaisir que ça leur aura apporté. Le Sénégal, qui, il faut le dire, en cas de qualification devait rencontrer la France quand même, hein. Quand on sait que parmi les plus beaux jours au Sénégal jusqu'à aujourd'hui, c'est une date mémorable, hein, la victoire des Lions de la Teranga face à la France en 2002. Au moins ça allait faire 2. Ça allait contre le Brésil, Sénégal. On aurait bien aimé cette revanche là. Du moins, un bis répétiteur de la victoire des Lions de la Teranga face à la France. Mais bon, l'Angleterre va s'en charger. Voilà. Et moi, je donne un coup de chapeau au coach des Sénégalais, Aliou Cissé, qui effectue un travail assez énorme. Il a été... grâce à lui, le Sénégal a été champion d'Afrique, ici même au Cameroun. Ils sont allés en Coupe du Monde et ils ont même traversé les phases de poule, aller jusqu'au au 8e de finale, bien qu'ils ont été nettoyés par l'Angleterre, mais un beau parcours et Aliou Cissé est à féliciter pour moi. Le coach des Sénégalais est à féliciter pour moi, oui. D'accord. Alors, la suite, c'est tout de suite et maintenant. Alors, la suite, on le disait tout à l'heure, c'est avec Quechou. Et je crois que c'est l'image du jour. C'est l'image du jour et j'ai presque le sentiment qu'on était déjà dans l'image du jour. Bien sûr, avec le concours de la réalisation, on va prendre la direction du Qatar dédié. C'est en général le temps de l'image du jour. Depuis le début de cette compétition, on s'intéresse un peu à ce qui se passe du côté de Doha, du côté du Qatar, en tout cas lors de cette compétition. Donc une image du jour aux couleurs du Qatar. Alors, terminé, Angleterre 3, Sénégal 0, les Lions de la Teranga sont éliminés de la Coupe du Monde 2022. C'est des images qui pilulent sur les réseaux sociaux. Cette débâcle des Lions de la Teranga qui étaient considérés à leur qualité de champions d'Afrique comme étant la nation la plus prometteuse, ou du moins sur qui l'Afrique reposait énormément de promesses, en tout cas quant à franchir le palier peut-être des demi-finales finalement, parce qu'il faut rappeler qu'aucune équipe africaine jusqu'ici n'a réussi donc à franchir cette étape des demi-finales. Ce ne sera donc finalement pas le Sénégal qui est donc sorti de la compétition hier et voilà un record d'audience finalement à retenir lors de cette rencontre, non pas seulement au Sénégal mais également partout en Afrique. Une rencontre qui aura connu malheureusement une prestation des plus grands jours pour l'Angleterre, qui au fil des jours donc continue à être considérée comme l'une des nations favorites lors de cette compétition. Et autre chose également, c'est les supporters sénégalais. Les supporters sénégalais qui sont fortement salués. Je partageais avec vous ici il y a quelques jours les images des supporters sénégalais qui prenaient le temps de débarrasser des ordures jetées à même les gradins après match. Le Sénégal qui donc après le Japon finalement représente l'un des fan clubs les plus salués du côté de Doha au Qatar. Voilà, du côté du Qatar, et une forte délégation finalement qui était là également lors de cette rencontre, davantage même que lors des matchs précédents, et qui venaient simplement soutenir cette nation sénégalaise. Ces supporters qui ont valablement accompagné les Lions de la Teranga, parce que hier, lorsque le Sénégal
Sénégal était mené à 3-0. Ses supporters, on dirait qu'ils avaient l'espoir que de voir le Sénégal égaliser. Ils étaient toujours là, enjaillés, toujours souriants. On n'a remarqué aucune tristesse sur le visage de ces différents supporters. Effectivement, en tant que des supporters, comme on en voudrait davantage, sourire aux lèvres, même malgré la défaite, quelles que soient les situations du match. Donc, le Sénégal qui repart presque avec le trophée du fair play, en tout cas pour ce qui est des supporters. Et c'était un clin d'œil vraiment quant à leur dire les supporters camerounais vont se comporter de la sorte? Bon, écoutez, c'est vrai qu'on leur reconnaît un peu de caractère un peu rebelle au Camerounais, mais il faut dire... ces petits sauvages. Ouais, calmer le jeu. On a vu après le match Cameroun-Serbie, le gardien a été dévoré, laminé, lynché. L'enfant de lui. Non, les Camerounais, non. Oh, allez, bon, allez, bravo aux supporters sénégalais qui vraiment étaient de tout cœur avec leur Valeureux Lyon. On l'a vu le 19, le 29 novembre dernier, les supporters sénégalais, lors de leur dernière rencontre qui aborrait donc le Dossa 19, qui était celui de Pape Bouba Diop, le lion sénégalais qui était donc décédé un 28, voilà, 29 novembre, voilà, et donc lors de cette rencontre, les supporters sénégalais ont tenu à leur rendre ce vibrant hommage. Voilà, on revenait juste globalement sur cette rencontre Sénégal-Angleterre qui a malheureusement vu la sortie de l'un des espoirs de l'Afrique lors de cette compétition. Et bien sûr, désormais, le regard est rivé vers le Maroc. Voilà. C'est vrai que même si les Marocains, Tunisiens, il y a encore quel pays là? Oui. Il y a le Maroc, il y a la Tunisie, un troisième pays. Le Ghana qui a non, je veux dire ce qu'on appelle les Maghreb. Ce qu'on appelle l'Algérie. Puisque très souvent, ils ne se prennent pas pour des Africains, chose bizarre. Mais ça a été marqué lors de la dernière rencontre du Sénégal. On a vu un Marocain qui avait Est-ce qu'il ne pas de danse Sénégal au milieu des supporters sénégalais qui esquissait donc avec ses pas de danse. Bref, un fan club sénégalais donc qui aura bien joué son rôle de 12e joueur et qui aura marqué et tapé à l'œil, qui a pressenti même pour être parmi les vainqueurs, parce que au sortir de la compétition, on essaie de récompenser un peu tout le monde, tant sur le fair play que l'attitude et tout. Donc voilà, bravo au Sénégal, ça a été une belle compétition, vous avez fait vibrer l'Afrique et vous sortez par la plus grande des portes. Maintenant on se focalise sur la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Les Camerounais, on espère moins que cette fois-là le Cameroun les Camerounais se disent déjà vainqueurs depuis la victoire face au Brésil. Et les Camerounais qui disent carrément sur les réseaux sociaux qu'il faille les inviter en finale. Ils discutent parce qu'ils ne sont plus vraiment au niveau. Ils sont au niveau du Brésil désormais. Ils doivent être invités en guest star en finale. Effectivement, tu as vu une publication de l'artiste camerounaise Mali Bella qui disait qu'on va envoyer Coton Sport de Gare qui allait représenter le Cameroun en Côte d'Ivoire parce que notre équipe nationale n'est plus à ce niveau-là. Oui, nous avons battu le Brésil, donc on va envoyer Coton Sport de Garoua représenter le Cameroun à la Coupe la Coupe d'Afrique, à la prochaine Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Sacré Camerounais. Voilà. En tout cas, le débrief de cette Coupe du Monde, comme bien d'autres compétitions, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Et un autre point quand même aussi à voir énormément, et c'est pas forcément à saluer, mais il y a une espèce de clash désormais un peu entre certains Sénégalais et Camerounais sur la toile, à quelques sorties. Alors, la question des Sénégalais vis-à-vis du Cameroun, c'est dire, voilà, le Cameroun est parmi le top 16 des meilleurs pays de la compétition. Vous, soi-disant le continent, où êtes-vous? Où êtes-vous, vous qui, parce que malheureusement, il y a certains Camerounais qui ont voulu un peu railler le Sénégal après leur élimination.
et chose qui n'est pas forcément quelque chose de bien. On rappelle qu'on est des pays frères, même sur le plan du jeu. C'est quand même au Cameroun que le Sénégal est venu prendre sa première Coupe d'Afrique. Lion de la Teranga. Première coupe et même au Cameroun, on avait salué la victoire des Lions de la Teranga. Bon, peut-être parce qu'on ne voulait pas voir l'Égypte gagner, l'Égypte qui avait battu le Cameroun, et la Côte d'Ivoire aussi en passant. Donc, voilà. Bravo au Sénégal et vivement aussi pour l'Afrique de pouvoir à d'autres occasions franchir des paliers plus importants, plus intéressants, dans notamment les demi-finales. Et nous souhaitons un bon vent au Maroc. Au Maroc, et qui reste dans la compétition. Mais là, c'est souvent compliqué. Hein. Tu es seul contre tous. Ouais. Je rappelle qu'ils ont des supporters quand le Maroc, ça joue. C'est des milliers et des milliers. Hein. On est, parce que voilà, peut-être l'Orient oblige, il y a également une assez bonne communauté marocaine sur place, mais beaucoup de supporters marocains viennent même de la France, du Maroc d'un côté pour supporter parce que franchement c'est la plus belle prestation quand même, compte tenu des adversaires qu'ils avaient en face d'eux, la Croatie, vice-champion du monde, la Belgique, qui est parmi le top 3 des pays les mieux classés au monde, et de voir un Maroc qui sortait donc premier de cette poule, franchement, il n'y aura que du Maroc au stade, vraiment en grande partie. Bravo. Merci beaucoup, Kwetu, justement, pour toutes ces informations. Alors, on remue l'actu se poursuit et tout de suite, c'est le buzz. Et le buzz, c'est une affaire de Mouto. Effectivement, le buzz, c'est une affaire Voilà, c'est ton affaire en fait. Voilà, c'est mon affaire effectivement dédiée. Et on va s'intéresser, on reste au Qatar, au Cameroun, parce que là, on s'intéresse aux différentes sorties des Lions indomptables après leur retour au Cameroun. On va commencer par celle du joueur Jean-Charles Castelletto. Il dit merci au peuple camerounais pour son soutien et sa ferveur. Nous aurions aimé prolonger l'aventure. Le sport est parfois cruel. Je suis fière d'avoir pu porter ce maillot, d'avoir pu représenter ma nation durant la grande compétition qui soit. Bon, avant de peut-être prendre l'autre image, le coach Ndidi, je me demandais, est-ce que vous avez été Jean Castelletto qui remercie le peuple camerounais d'avoir soutenu le staff de Lions indomptables et qui est fier d'avoir porté ce maillot, d'avoir représenté le Cameroun de ce côté-là. Est-ce que vous avez apprécié la prestation de Jean Castelletto durant cette compétition? Très belle prestation, Jean Castelletto, surtout lors du match. Le match fatidique, Cameroun-Brésil. Ah oui. Oui, Cameroun-Brésil, même Cameroun-Serbie. Serbie aussi. Il a été buteur. Voilà, il a été buteur. Non. Il n'a pas disputé la rencontre. Il y a bien beaucoup de métis dans l'équipe. Donc, du coup, moi, ils sont pleins là-bas. Donc, du coup, moi, parfois je confonds. Oui, c'est vrai, c'était lors du match Serbie. Il a même été buteur. Oui, tout à fait. Il a été donc le premier but du Cameroun face à la Serbie. Effectivement. Et c'est parfois le reproche, ou du moins la crainte qui est faite vis-à-vis des binationaux, le fait qu'il n'ait pas, ou du moins ce qu'on craigne qu'il n'ait pas cette fibre patriotique et qu'il ne donne pas cette espèce de rage sur le terrain. Et ils sont davantage scrutés du regard pendant les rencontres quant à voir s'ils vont donner totalement de leur, parce que ne vivant pas pour certains dans le pays qu'ils représentent, n'ayant pour certains pas grandi dans le pays, et la crainte souvent c'est de dire est-ce qu'ils auront le Remley et pour un gars est-ce qu'ils vont m'accepter? Voilà. Et donc vraiment quand on les voit mouiller du maillot, ils ont même beaucoup la sympathie du public, parce qu'on se dit voilà des garçons qui ont compris, qui ont gardé vraiment à l'idée que c'est quand même le terre-mère. Ils sont, bien qu'ils soient d'une autre culture également, ils ont épousé cette autre part d'eux et ont donné du leur. Souvent on les regarde même les lèvres pour voir si elles chantent bien de nous. On le fait, ne nous cachons pas. Désormais on les fait apprendre l'hymne, parce que pour s'éviter
pour s'éviter des problèmes quand tu as demandé. Donc vous êtes allé sélectionner des gars qui ne chantent même pas l'hymne. Vraiment, nous les Camerounais, surtout les Camerounais des réseaux sociaux. Effectivement. Ah non. Une belle prestation du Nantais qui fait partie quand même de ces noms avec qui il faut savoir compter depuis la CAN même d'ailleurs. On doit mouiller le maillot et quand on sait que la défense, ce sont vraiment ces hommes forts qui doivent défendre. D'ailleurs, ils portent le nom. Ils doivent défendre les goals. Et finalement, Jean-Charles Calceto, il s'est bien intégré. On voit dans les vidéos, il danse bien, il bouge bien. Il chante les chansons camerounaises, il danse à la camerounaise. Voilà, bravo à lui pour sa prestation. On va poursuivre avec la sortie de Karl Toko Ekambi, qui lui, il dit on est déçu de l'élimination, mais fier de la victoire. Il nous a manqué de l'efficacité sur les 2 premiers matchs, car on a eu des occasions, comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile, on va repartir la tête haute. Il n'a pas du tout tort. En fait, il a fait une très belle analyse de tout ce qui s'est passé. Il a été vrai, en fait. Il n'a pas fait dans la diplomatie. Tu as apprécié la prestation de Karl Toko Ekambi. Moi, j'ai trouvé qu'il a été assez effacé. Il ne s'est pas donné à fond. On n'a pas vu le Toko Ekambi d'habitude. La CAN 2021. Après, on le lui pardonne volontiers parce que c'est quand même grâce à ce garçon qu'on se retrouve en Coupe du Monde. Et beaucoup n'ont pas plus que sa tenue rigueur à la prestation un peu à demi-teinte de Karl Toko Ekambi qui est très souvent sorti ou alors a été sorti les fois où il a été titulaire, comme lors du premier match il a été remplacé tout de suite. Mais dès qu'on s'est rendu compte du fait que le duo Choupo-Moting, Aboubakar Vincent fonctionnait bien, on a vu lors du troisième match que finalement c'est ce duo donc qui a poursuivi. Donc il a donné du sien, lui quand même, qui nous a mis ce but à la dernière seconde face à l'Algérie et qui nous vaut désormais qui nous a valu d'être au Qatar. Et il fait montre vraiment d'une humilité appréciable dans la tanière. Un cador, mais qui sait s'effacer et rester parfois en retrait, et pour qui on n'a jamais entendu parler de problèmes, de mépris dans la tanière ou des autres. Donc je crois qu'une équipe, avant que d'être sur le terrain, ça se joue d'abord dans les vestiaires, dans la cohésion, et il fait partie de ceux-là qui contribuent fortement donc à la cohésion du groupe. Voilà, donc c'est pas tous les temps, il n'a pas été buteur, il n'a pas été tout le temps titulaire, il n'a même pas discuté une rencontre de début à la fin, mais il a été là et on a pu voir quand même quelques actions. L'ennemi des Algériens, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est grâce à lui que nous sommes à cette Cameroun a participé à cette Coupe du Monde. Au moins, il est resté humble. Il n'a pas été atteint par le virus d'Onana. Même du fait de ne pas être titularisé, on n'a jamais ressenti. Ou même quand le faisant sortir de match, il aurait boudé. Non, jamais. Il n'a pas été atteint du virus d'Onana parce que lui... Justement. De toutes les façons, on va revenir, demain on reviendra avec cette affaire d'Onana qui a quitté la tanière des lieux indomptables pendant cette compétition prestigieuse du côté du Qatar. Et c'est avec cet élément que je mets un terme à ce buzz de ce jour. Rendez-vous demain. Et justement, avec cet élément, nous allons également clore cette édition de On remue l'actu sur For You Télévision, la chaîne panafricaine.